Bonsoir Michel. Bonsoir Joanne. Ravie de te retrouver ce soir à Milly-la-Forêt au Conservatoire des plantes médicinales. Oui. Et ravie aussi de pouvoir échanger avec toi. Tu es docteur en pharmacie. Tu as fait des études après avoir fait des études en mathématiques supérieures. Tu es pharmacien hospitalier Oui, dans les et hôpitaux. aromatologue. Tu es donc issu de ce milieu scientifique académique où rigueur analytique, démarche raisonnée et objectivation sont présentes de Oui. toute manière. C'est la base de travail pour soigner les patients. Aucune place donc pour la subjectivité de l'observateur. Non. Par ailleurs, tu es à l'origine de certains nombres d'ouvrages de référence en aromathérapie. Tu interviens pour former des équipes de soins dans le milieu hospitalier si protocolaire. C'est ça. Cette première partie qui te définit. Tout à fait. Tout à fait. Néanmoins, si je puis dire, tu es un amoureux des lettres et de la poésie. Bien sûr. Tu penses que ce qui peut apparaître comme n'étant qu'une douce rêverie est souvent très signifiant. C'est certain. La poésie, c'est un scalpel très fin, Oui. en fait. Donc ça permet d'avoir vraiment beaucoup de discernement sur les choses. Et de recul et d'observation pour le coup. Donc cette approche poétique, intuitive est une attitude et un point de vue qui permet de faciliter la compréhension directe et intuitive du vivant, de ce qui nous entoure. Donc clairement, on est à l'opposé de ce milieu académique. Oui, déjà. Classique et bon, un petit peu ancestral maintenant, parce que les choses bougent quand même. Hein. C'est sûr que les lignes bougent. Mais enfin, c'est très difficile à déplacer et on a beaucoup de mal à faire rentrer l'aromathérapie, même scientifique, au sein des équipes de soins, hein, c'est certain. Mais tu es convaincu que la biochimie seule n'explique pas tout Non. en aromathérapie et qu'il y a une autre voie d'approche des plantes et des huiles essentielles. Tout à fait. Une voie sensorielle, entre guillemets, qui aujourd'hui t'apparaît nécessaire et indispensable. Sensorielle se rattache donc au sens, à C'est ça. tous les sens. Tous les sens, qui sont des outils de mesure. D'accord, oui, tout à fait. Dans lesquels on devrait réapprendre à croire Exactement. et à utiliser. Donc tu prônes une reconnaissance aux émotions provoquées, aux ressentis et aux mémoires, Oui. éventuellement. Et tu essayes d'enseigner cette approche dans le monde académique aujourd'hui. Oui. N'est-ce pas une hérésie de nos jours? Eh bien, une hérésie, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est bien difficile. Ça fait déjà un certain nombre d'années que je me bats, je dirais, hein, pour essayer de convaincre les décideurs administratifs, mais aussi les décideurs médicaux. Et c'est bien difficile. Mais les lignes commencent quand même sérieusement à bouger. Et je m'en réjouis. Et de plus en plus, on voit une évolution vers des approches d'aromathérapie et des approches, je dirais, complémentaires en général et des approches douces aussi qui sont très importantes. D'accord. Cette double personnalité donc académique versus poésie, comment cela s'exprime-t-il à travers ton travail, dans ton travail? C'est une vision double des choses. Je suis un être double, peut-être au meilleur sens du terme, je l'espère en tout cas. Mais je veux dire, il y a tout un travail technique qui impose une rigueur scientifique, c'est évident, parce qu'on a quand même des patients et donc une responsabilité à ce niveau-là, mais en même temps empathique, donc c'est à la fois technique et empathique avec toutes ces notions, je dirais, d'amour hein, et de bienveillance. Ça, c'est très très important. Quand je dis technique, je rappelle toujours qu'en grec, techné, ça veut dire l'art. Ce n'est pas uniquement une technique avec des instruments, etc. C'est aussi l'art de savoir-faire, fac secundum artem, comme on dit en latin. Et donc, j'essaye d'avoir cette double approche également vis-à-vis du patient, hein, vis-à-vis de sa pathologie. Et je dis souvent en cours, je t'ai compris et je t'aime quand je regarde un eczéma ou quand je regarde une plaie. Je ne peux pas agir dans un rapport de force. C'est ça qui est très important. Cette double approche m'invite à essayer de ne pas avoir de rapport de force, c'est-à-dire je suis plus fort que la maladie et donc je mets un médicament pour la vaincre. J'essaie que le patient devienne acteur de son soin aussi et que le remède, il aide, il remet en capacité
le malade pour se soigner un petit peu lui-même, pour réagir par lui-même. Ça, c'est très très important. Et on ne peut pas faire ça avec un médicament conventionnel pur et dur, où là vraiment on a le rapport de force. Je suis plus fort que toi et j'agis. D'accord, ça c'est important. Et donc, eh bien, tu me demandes comment se traduit cette double personnalité. Mais tout simplement, c'est un petit peu ma devise d'ailleurs, douceur et précision. Douceur maximum dans toutes les étapes du soin, comme d'ailleurs de la qualité médicale, on le verra. Et également une précision, c'est-à-dire une justesse. Essayer d'avoir une pensée juste, c'est très important. Ok. Donc aujourd'hui, dans ton travail d'aromatologue, tu cherches à tresser les dimensions scientifiques, donc plus moléculaires et biochimiques, avec la dimension sensorielle, plus axée sur l'émotionnel et l'affectif. Participes-tu ainsi au développement d'une pensée nouvelle ? Alors oui, je réponds tout de go, oui, je pense participer justement à une pensée nouvelle, dans la mesure où la pensée scientifique, il convient en science d'évaluer l'efficacité de quelque chose. La médecine, et effectivement, j'enseigne à un large public, mais c'est quand même 90% aux professionnels de santé quand même. Ouais. Au sein des hôpitaux, c'est quand même ça vraiment mon gros cœur de métier. Eh bien, les médecins, les pharmaciens sont très attachés à une approche evidence-based medicine, je l'exprime très mal en anglais, mais voilà, qui est une approche qui nie la subjectivité. D'accord ? C'est une approche qui veut des études randomisées en double aveugle, d'accord ? Qui sont vraiment d'une rigueur absolument implacable, une objectivité totale, et donc une médecine basée sur les faits et sur les preuves. Bien. Ça nous a fait évoluer considérablement. Il est hors de question de remettre cela en cause. Il n'en est pas moins vrai que un patient, lorsqu'il a une douleur, un stress, une anxiété, un chagrin, on ne peut plus évaluer avec cette méthode d'évidence-based medicine. C'est plus possible. Il faut faire intervenir sa subjectivité parce que c'est lui qui ressent la douleur. Donc on est obligé de faire intervenir ce ressenti subjectif. Et la HAS, la Haute Autorité de Santé, l'a bien compris, puisqu'elle commence, c'est timide, mais tout de même, on sent qu'elle met en œuvre une approche basée sur des études en vie réelle. D'accord ? Donc maintenant, on a les deux pôles. Premièrement, l'évidence-based medicine, mais également pour tout ce qui est un petit peu, je dirais, subjectif, la douleur, le chagrin, l'anxiété, eh bien, il y a ces études en vie réelle qui mesurent la qualité de vie. Et ça, c'est très très important. Un impact réel sur la vie du patient. Et donc là, on a des critères de qualité totalement subjectifs qui peuvent être physiques, psychologiques, sociaux. C'est complètement différent. Et donc la Haute Autorité de Santé, donc c'est quand même vraiment, on est vraiment dans le cadre académique, eh bien, commence timidement à recommander des outils de validation tels que le PROM, tels que le PGIC, etc. Bon, peu importe, ce sont des méthodes d'évaluation qui font intervenir la subjectivité du patient. Voilà. Oui, parce que finalement, chacun est unique devant sa propre maladie, quelque part. Et ça, ce n'est pas évaluable par des méthodes totalement objectives. Ça ne se mesure pas. La douleur ne se mesure pas. C'est en échelle de ressenti, un peu, beaucoup, passionnément, ou à la folie, comme on dit. D'accord ? Et donc, tu me demandes si je participe à cette évolution. Oui, carrément. Douceur et précision, c'est-à-dire rigueur scientifique d'un côté, ça, je n'en démords pas, avec une justesse de propos, mais en même temps une empathie et je dirais une inclinaison vers tout ce qui est sensoriel, vers tout ce qui est émotion, affectivité, parce que, et poésie donc peut-être, pourquoi pas, cela nous dit toujours un petit peu quelque chose de la réalité. Voilà. La réalité ne peut pas s'englober uniquement par les sciences dures. On est obligé en pourtour de compléter cette approche par une approche sensorielle. Voilà. Donc oui, je participe effectivement activement à ce courant. Mais le courant de pensée, lui, il est lancé. Oui. Donc tu prônes la connaissance scientifique au service du soin. Bien sûr. On y reviendra après.
Néanmoins, tu te nourris aussi de philosophie pour développer une indispensable méthodologie structurée et adaptée à l'aromathérapie et au monde du soin. Mais quel est le déroulement de ta réflexion dans ce processus et la base philosophique sur laquelle tu travailles, à partir de laquelle tu as réfléchi en fait? Oui, c'est tout un cheminement de pensée. J'ai fait des études de mathématiques, ensuite très académiques en pharmacie, où là, il n'y a vraiment aucune place pour l'imprécision ou pour l'erreur. C'est vraiment, on est à la virgule près, et c'est très bien. Et j'y trouvais mon content. Bien, là, on était un petit peu dans les sciences dures, hein, que ce soit les mathématiques, la physique, même la biologie moléculaire. Bien. Mais à un moment donné, on se rend compte que la science, les sciences, que j'appelle sciences dures, eh bien, ça tourne un petit peu en rond, on est un petit peu dans un système clos. C'est un esprit de système, on connaît très bien ça d'ailleurs en philosophie. Et donc, ça tourne en boucle, et à un moment donné, ça devient infertile. Alors que c'est excellent, évidemment, je ne remets pas en cause, bien entendu, cette démarche scientifique, mais à un moment donné, quand on ne pense que par cette méthode et que pour cette méthode, eh bien finalement, c'est très infertile. Et donc on est obligé de faire un pas de côté, carrément. On fait un pas de côté. Et on s'aperçoit que, par exemple, les sens sont d'autres instruments de mesure. Instruments de mesure qui nous sont propres. Je fais ce geste parce que vraiment ils nous appartiennent. Ce sont des instruments qui sont faits, qui appartiennent à l'homme. Hein, le toucher, le sentir, ça appartient à l'homme et c'est au service de l'homme. D'accord ? Ce ne sont pas des instruments de mesure de sciences dures où il y a des cadrans, des chiffres qui nous sortent tout un tas de mesures, de calculs, d'ailleurs plus ou moins quantitatifs. D'accord ? La science, c'est surtout la quantité, c'est la ratio dont parlait Descartes, dont parlait aussi Spinoza d'ailleurs. Et ça, c'est un système qui est objectif, d'accord, et c'est parfait, mais en même temps, c'est un système qui est limité, ou qui finit par être limité. Alors que les sens, ces autres types d'instruments de mesure qui sont faits par l'humain et pour l'humain, eh bien, ils ont cet avantage de pouvoir être assez illimités en fait. Ils sont assez illimités et ils sont très qualitatifs, bien que subjectifs. Mais pour moi, la subjectivité n'est pas un gros mot. Pourquoi pas ? L'objectivité a sa valeur, mais la subjectivité a aussi sa valeur. Hein. Donc c'est quelque chose d'important. Donc il s'agit, comme méthode, donc, de faire un pas de côté et d'aller chercher par l'observation directe et attentive, on ne fait jamais n'importe quoi avec moi, jamais, hein, mais d'aller chercher finalement par l'imagination et peut-être par la poésie justement. Hein. Je disais tout à l'heure, c'est un scalpel très fin qui est capable d'aller, comment dirais-je, d'évider les chevaux de l'âme humaine d'une façon extrêmement fine. D'accord ? Nul instrument ne peut être plus précis que ça. Et la précision, j'aime beaucoup. Bien. Donc la poésie, mais aussi l'intuition. L'intuition, la vision directe, ce que Spinoza appelait le voir, aller dans le voir, si vous voulez, directement. Et ça, c'était très important. Donc philosophie et poésie sont aussi des outils, j'allais dire des armes contre la maladie. Et donc, c'est un autre regard, un autre point de vue qui est extrêmement important. Et ce regard, c'est un ressenti de la réalité vraie. Et c'est bien là, cette étude en vie réelle dont on parlait tout à l'heure. D'accord ? On va regarder la qualité de vie. Bien. Alors, on se sert de l'imagination. Il faut imaginer quelque chose. Il faut aller se porter ailleurs. Et ensuite, parce que revenons quand même à des choses concrètes, par la raison, par la ratio, montrer que ce que l'on avait imaginé est bien réel, fait bien partie de cette réalité. C'est un autre aspect, mais ça fait partie de cette réalité, et qu'elle peut avoir des applications pratiques. Et on en viendra à l'aromathérapie, c'est exactement ça. On va chercher par les sens des émotions fines, des affects qui nous paraissent un petit peu bizarres.
Mais ensuite, quand on les collige, quand on les coordonne, quand on les analyse, quand on fait des statistiques vraiment pointues, scientifiques dessus, eh bien, on arrive à dégager un essentiel qui permet un travail vraiment juste et posé. Mais on ne fait pas l'économie, de faire un pas de côté et de regarder une réalité de plusieurs points de vue différents. Ben ça, c'est tout à fait un courant moderne. Donc, je l'ai forcément appliqué à l'aromathérapie puisque ben, c'est un petit peu mon cœur de cible, mais ça doit s'appliquer absolument partout. Oui, bien sûr. Donc voilà, donc si tu veux, c'est la science telle qu'on la connaît, conventionnelle, classique, et ça c'est parfait. Et puis en même temps, faire un pas de côté. Faire un pas de côté, se servir des sens comme un autre instrument de mesure. Ressentir avec les sens des affects, l'imaginaire qui fait de la poésie, qui a toute sa valeur, la philosophie qui a toute sa valeur, et ensuite, la raison revient et on en tire une méthodologie, car il est hors de question de travailler sans méthode, sans savoir où on va. On a quand même en face de nous des patients et donc on en a toujours la responsabilité. Oui. Donc voilà un petit peu, Joanne, la méthode générale qui me conduit. Et d'ailleurs, si je puis rajouter que d'avoir pratiqué depuis maintenant quelques années les stages avec toi, on se rend compte d'une chose fondamentale, c'est qu'on est tous différents, on est tous issus de milieux différents et d'horizons différents, mais au final, le message que l'on reçoit est globalement universel. Oui, il y a un dénominateur commun. Tout à fait. Voilà, un essentiel. Ouais, tout à fait. Et c'est ça c'est incroyable. Et du coup, ça fait dire que l'essence et l'intuition et ce qu'on appelle l'inconscient collectif est là et bien présent. C'est très important d'ajouter aussi cette arme à l'arsenal thérapeutique. Oui, absolument. C'est vrai. Et puis bravo, parce que j'imagine qu'aujourd'hui, faire ce pas de côté, c'est pas non plus quelque chose qui est évident pour tout le monde. Et tout le monde n'a pas forcément la curiosité ou l'envie de sortir des rails, parce que ça fait poser des questions. Mais les physiciens ont justement, on va parler de médecine quantique, certainement de physique quantique. Oui, c'était ma prochaine question. Les physiciens ont initié cela. Alors après, ce qui est très important, c'est d'avoir différentes approches. Là j'en ai deux, mais peut-être y en a-t-il encore une troisième ou une quatrième ou une cinquième. Ne nous limitons pas. Et par contre, être capable après d'emboîter les paradigmes. Ça, c'est très important. Pour revenir quand même vraiment bien, concrètement les pieds sur terre. À la matière et au physique. Au sérieux. Là, je soigne mon papa, ma maman, comme je dis, ou mon frère ou ma sœur. C'est extrêmement important. Mon prochain est important. Je ne peux pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. C'est même plus qu'essentiel. Tout à fait. Donc justement, si on parle de médecine quantique ou de travaux sur la physique quantique, tu m'as déjà dit au détour d'une conversation que ces travaux ont permis une ouverture des sciences en général dans ce que j'appellerais le sacro-saint monde académique ancien. Oui, c'est ça. Qu'en penses-tu ? Le monde classique, c'était le monde régi en fait par la physique newtonienne. Oui. D'accord ? La physique newtonienne, c'est quoi ? D'un côté, il y a la matière, on la décrit, un corps, on le décrit. Si peu qu'on connaisse sa position et sa vitesse, on est capable de le décrire exactement. Enfin, c'est ce qu'il en était à l'époque. Donc, d'un côté la matière, d'un côté le monde vibratoire des ondes, et c'était deux entités. Bien. Et ça, c'était considéré comme parfaitement défini, et la matière n'existait que dans un seul état. Aujourd'hui, on se rend compte avec la physique quantique que ce n'est pas vrai du tout. Et la matière est à la fois un corpuscule et une onde. Donc évidemment, c'est une révolution par rapport aux acquis classiques, d'accord, du monde classique, que ce soit en physique, en mathématiques ou en médecine. C'est la même chose. Donc là, on va parler de superposition d'états cohérents, on va parler d'états probables. C'est exactement mon vocabulaire en aromathérapie sensorielle. C'est vraiment copier-coller. Mais c'est normal, c'est tout à fait normal. Je n'ai rien inventé. Simplement, c'est un grand courant de pensée actuel et donc l'aromathérapie suit ce même courant de pensée. Donc, il y a également un point important, c'est l'importance de l'observateur.
physique classique, on s'en fiche complètement. On est objectif, on se Ouais. place en face d'une expérience, elle se déroule de A à Z, point. Aujourd'hui, on se rend compte que l'observateur est capable d'influencer une expérience. Bien. Eh bien, en aromathérapie, on va voir en aromathérapie sensorielle que l'observateur et sa subjectivité, bien évidemment, vont conduire à tel ou tel remède en fonction de son histoire, en fonction de sa subjectivité propre. Donc oui, bien entendu, l'évolution de l'aromathérapie scientifique suit la même évolution que celle des sciences dures. C'est pour ça que les physiciens ont fait bouger les lignes, mais ça a été très difficile. Ça a été très difficile, à partir il y a depuis je dirais, quelques années. Mais en médecine, on était resté encore un petit peu frileux à ce niveau-là. Mais c'est la même chose. Donc, il faut que ça bouge aussi de ce côté-là. Oui. Et donc, en introduisant l'aromathérapie sensorielle, on met en pratique finalement des sciences qui paraissent être beaucoup plus inaccessibles, beaucoup plus dures, mais c'est la même chose. Oui, et puis ça ouvre un champ des possibles et des réflexions. Exactement, et exactement. c'est hallucinant. C'est vraiment une ouverture vers une forme assez illimitée. C'est ça Oui. qui pose question. Ça donne le vertige aussi. Oui, ça donne le vertige. Oui, parce C'est que- pour ça qu'il faut toujours bien contrôler quand même. Oui, tout à fait. Moi, j'ai toujours ce souci. On ouvre, on fait une poésie folle, Oui. mais en même temps, cette folie doit quand même... Mhm. Parce qu'on N'oublions reste- jamais qu'on a le souci du patient Oui. avec la qualité des soins qui doit toujours primer et la sécurité du malade. Oui. Avec toujours ce primum non nocere, d'abord ne pas nuire. Donc on fait tout ce qu'on veut, mais c'est le malade qui doit être notre souci premier. Oui, Voilà. oui. Alors Michel, j'aimerais que tu m'expliques ce que tu entends par être plante, Ah, cette puisque c'est notion. un terme que tu utilises très souvent, soit en cours ou dans tes œuvres. Et explique-nous s'il te plaît. Alors, il y a quelque chose qui ne m'allait pas du tout dans cette école française. Pourtant, je m'en réclame et je suis vraiment Oui. dans la même direction. Mais c'est le fait de réduire une huile essentielle à quelques molécules de son chémotype, Mhm. et donc, par voie de conséquence, de réduire une plante à quelques-unes de ces molécules, comme si on avait déconstruit la plante qui n'existe plus. Mhm. On s'est complètement coupé de la plante. D'accord ? Et il n'existe que quelques molécules qui auraient quelques valeurs prédictives, quelques vertus thérapeutiques ou toxicité. C'est quelque chose qui ne me va pas, je ne le ressens pas. Une plante, c'est un être. Quand je parle d'être plante, c'est-à-dire que c'est un être qui a une structure propre, qui se développe, qui croît, qui meurt, qui se reproduit. C'est un être qui a une alimentation particulière, qui va s'adapter à son environnement, qui va respirer, bref, qui a absolument les mêmes critères que moi-même ou toi. Mhm. En fait, les plantes sont très très proches de nous parce que nous sommes tous des êtres vivants. Mhm. Et donc je ne peux pas faire autrement que d'appeler un être plante. Alors ça me rapproche toujours de Saint François d'Assise. Ça, je peux pas jamais ne pas évoquer ce mot-là sans penser à lui quand il parlait des animaux et des plantes et qu'il disait « mes sœurs les plantes ». Mes amis les animaux, c'est un petit peu la même chose, d'accord ? Donc l'être plante, c'est un être vivant. Il faut considérer l'aromathérapie comme une science des êtres vivants que sont les végétaux. Mhm. Voilà. Et donc les prendre dans leur unité cohérente et pas seulement quelques-unes de leurs molécules. D'essayer de regarder leur organisation générale. Ça, c'est très important. Et l'interaction également que ces plantes ont avec leur environnement, mais aussi avec nous-mêmes, c'est sûr, et avec le patient, en l'occurrence. Donc, il faut arriver à accéder directement, si vous voulez, à l'être plante, par cette observation directe dont nous parle la phénoménologie de Husserl, c'est exactement ça. Et la considérer comme un être et non pas comme une molécule morte, comme de la matière inerte. Ça, c'est extrêmement important. C'est la plante qui nous intéresse dans les soins, plus encore
que l'huile essentielle, et je disais même avant, l'huile essentielle nous intéresse encore davantage que telle ou telle de ces molécules, c'est-à-dire le chémotype, qui est pourtant très important. D'accord, on a considéré que le chémotype, sans considérer le cortège moléculaire qui est autour, c'est-à-dire les 800 ou 1000 molécules qui sont autour. Ça, il fallait déjà faire ce pas-là, de passer de la molécule ou de 2 ou 3 molécules à 1000 molécules. Mais ensuite, je crois qu'il faut aller plus loin et soigner davantage encore avec une plante, avec un être plante, d'accord, qu'avec une huile essentielle. Soigner avec un être plante, c'est aussi essayer d'aller déceler son génie. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Qu'est-ce qu'elle veut exprimer, cette plante? Qu'est-ce qu'elle cherche à nous dire? Et une fois qu'on a le génie de la plante, il faut chercher alors quel est le génie du remède après. Et cela se trouve dans son climat. Je parle beaucoup de climat plante, le climat de l'être plante. C'est comme quand on est avec une femme que l'on aime ou un homme que l'on aime, il dégage un climat, ou quelqu'un qu'on n'aime pas d'ailleurs, qui va vous repousser. Oh, c'est un climat hostile. Ou au contraire, on a un climat, voilà, quelque chose qui est doux, qui est serein, qui est calme. Voilà. Et bien être capable par l'olfaction de déceler à travers le chimisme donc de la plante, quel est son climat, quel est le climat de l'être vivant. Est-ce qu'on a envie d'être entouré par ce climat-là ou au contraire pas du tout, et donc d'être soigné ou non. Voilà un petit Est-ce que tu peux du coup globalement peut-être expliquer comment ressentir ce fameux chimisme d'un être plante sur une physiologie? Comment tu t'y prends dans tes cours? C'est par l'olfaction. Par l'olfaction. Et ensuite, pourquoi l'olfaction? J'ai parlé de tous les sens. C'est sûr que le goût, le toucher, la vue, même très très important. Mais le chimisme d'une plante qui va donc s'adapter à son environnement, il est extrêmement complexe. Il n'y a pas 2 huiles essentielles ou pas 2 plantes qui vont développer le même chimisme, la même qualité, en qualité et en quantité. Et donc ce chimisme, il se reflète dans son odeur. Donc l'odeur, c'est vraiment la voie d'abord, peut-être la plus précise, la plus pointue, la plus fine. Et en faisant sentir un patient, on voit immédiatement si il a un mouvement de rejet ou au contraire, s'il y a quelque chose qui l'attire. Et ça va nous indiquer quand même beaucoup de choses. Donc l'olfaction, et l'olfaction si possible un peu longue, pas se contenter de sentiner, comme je dis, 2 ou 3 secondes. Il faut quand même... Voilà, là aussi il y a toute une méthodologie qui s'apprend. Et concrètement, donc, le chimisme va s'exprimer aussi sur les ressentis physiques. Bien sûr, physique. On parle quand même de biochimie. Absolument. Et il y a des molécules qui sont plus légères que d'autres, qui auront des actions différentes sur le corps. Et qui vont agir dans le temps et dans la durée aussi. Oui, tout à fait. On va regarder l'impact sur le corps, l'impact sur la psyché, l'impact sur les émotions, et la mémoire, etc. On pourra en tirer ensuite des conclusions, ce seront des signaux aussi, et à ce moment-là, alors un psychologue ou un psychiatre pourra prendre la main et explorer ces voies-là, puisque l'odeur aura touché peut-être une souffrance, ou au contraire aura essayé de cicatriser quelque chose. Oui, tout à fait. Et ça, on ne le savait pas avant. Oui. Alors Michel, maintenant j'aimerais qu'on revienne en fait à l'hôpital, après que tu nous aies expliqué la méthodologie. Comme tu l'as exprimé auparavant, le but ultime de tes recherches et de tes investigations aujourd'hui, qui sont si poussées et vraiment très claires, c'est introduire davantage l'aromathérapie clinique comme un complément de soins aux patients. Alors, que manque-t-il aujourd'hui à la médecine pratiquée en hôpital? Et donc, que peut apporter l'aromathérapie scientifique? Que manque-t-il à la médecine? La médecine a fait beaucoup de progrès, donc je ne suis pas du tout là pour opposer, comme je dis, le tout chimique au tout naturel. On n'est pas des sorciers et nous ne sommes pas des gourous non plus. Donc la médecine a fait des très très grandes avancées qu'il est à saluer. D'ailleurs, regardez l'espérance de vie. Néanmoins, on se rend compte,
des limites, Oui. comme dans toute science d'ailleurs. La limite, c'est quand même à terme un certain manque d'humanité. Oui. Voilà. Je crois que c'est quand même le mot clé qu'il faut lâcher, c'est ce manque d'humanité. Et donc, l'aromathérapie, qui a un domaine de définition peut-être assez limité, mais qui va aller en complémentarité, va servir à arrondir bien des choses et à réhumaniser un petit peu la médecine. Ça, c'est vraiment ce que j'appelle de mes voeux. Réhumaniser un petit peu, comme on peut, la médecine. Bien sûr, les gestes invasifs, douloureux, sont nécessaires. Bien sûr, il va falloir le faire. Mais si à côté de ça, on peut vraiment adoucir la qualité de vie par une olfaction, par un toucher relationnel actif, c'est pas seulement de la poudre de perlimpinpin, d'accord? Il ne s'agit pas uniquement d'accéder à une certaine forme de plaisir, parce qu'on a aussi des molécules qui sont vraiment actives thérapeutiquement, oui. mais on a l'un et l'autre. Et donc, effectivement, que manque-t-il? Eh bien, c'est peut-être, ça va vite, manque de personnel. Et puis, on ne peut pas définir simplement une pathologie uniquement avec des colonnes de chiffres. Les analyses quantitatives, qualitatives, les ionos, je veux dire, on a des batteries de tests et on ne regarde plus l'intérieur de la personne, si j'ose dire, on ne l'approche plus, on ne lui parle presque plus. Ouais. C'est des colonnes de chiffres. Et si telle constante et défaillante, alors il faudra tout de suite. Oui, oui. Ça, c'est tout à fait louable, bien évidemment, c'est tout à fait louable. Mais à côté de ça, si on n'a pas la charité, comme il est écrit, on n'a encore rien. Donc, réintroduire en médecine complémentaire un peu d'humanité, réhumaniser la médecine, c'est vraiment un point fort. Mais d'autre part, un deuxième volet m'apparaît important, c'est que par rapport à l'olfaction, par exemple, j'ai beaucoup de médecins qui me disent « Oh, pour soigner une arthrose, c'est vrai qu'une médecine comme l'aromathérapie est capable de le faire. On peut très très bien soigner, soulager une douleur en co-analgésie, etc. » Mais on me dit « Tu sais Michel, on a des médicaments pour ça, on a des antalgiques, on a des analgésiques, des anti-inflammatoires, on n'a pas besoin de cette batterie naturelle, même si effectivement elle est quand même très bien tolérée et sans effet secondaire. C'est quand même un point à souligner. Mais là on n'a pas vraiment besoin. Mais par contre, quand il s'agit de calmer une colère, d'accord, une hyperactivité, une peur viscérale, une peur de la mort, je veux dire, on a des tas d'affects, des tas d'émotions incontrôlables, il n'y a pas de médicaments. Il n'y a pas de médicaments. Et donc, là, pour le coup, on est dans le cas d'une médecine alternative. C'est souvent, très souvent complémentaire, mais quelquefois, il n'y a pas de médicaments. Et le fait de pouvoir faire sentir une tigette de menthe poivrée, par exemple, qui va couper court quand un patient est dans une grande colère et hors de lui, ça évite de faire une injection et on n'a pas toujours un médecin sous la main, etc. Donc voilà, oui, c'est totalement important d'introduire cette médecine complémentaire, mais aussi d'autres médecines complémentaires. On peut parler aussi de l'hypnose, on peut parler aussi de la sophrologie, etc., qui d'ailleurs peuvent se coupler ensemble avec l'aromathérapie. Il n'y a pas du tout de limite à ça. Tout à fait. Donc oui, réhumaniser un peu. Oui, je comprends Il faut bien. toujours imaginer que c'est sa maman qui va être opérée ou qui est en train de mourir. Et là, ça change beaucoup les choses. Oui, tout à fait. Que peux-tu nous dire sur une huile de qualité médicale, si je reprends ton expression? Oui, c'est une expression que j'aime beaucoup, que je mets d'ailleurs en cours en général entre guillemets, avec un Q majuscule et un M majuscule. Je voudrais qu'elle soit même prise en compte, en considération. Cette qualité, bien entendu, c'est l'excellence. Mais comme je te le disais, effectivement, il s'agit aussi de soigner des proches. Et donc on veut plus que l'excellence. C'est aussi un acte de qualité, j'oserais dire d'amour presque. Donc il y a des règles absolument implacables que doivent suivre les acheteurs quand ils achètent à l'hôpital. La qualité médicale, ce sont des huiles qui sont issues d'une distillation lente et douce. Ça c'est très important. La qualité de la distillation, le savoir-faire du distillateur est très important, c'est-à-dire plus la distillation va être longue, plus elle va être douce, c'est-à-dire à température basse, à pression basse,
plus on aura l'ensemble du cocktail moléculaire actif. Il ne s'agit pas de faire une distillation fractionnée. Si on ne distille qu'une heure ou une demi-heure, on aura les molécules de tête, les plus légères, mais on n'aura pas les autres. Et donc les autres participent évidemment, elles ont aussi une action qui leur est propre. On ne peut pas s'en passer. Donc une distillation lente et douce. Je veux aussi un alambic en inox par exemple, hein, parce que eh bien, c'est comme la marche en avant, il faut pouvoir désinfecter, il faut pouvoir autoclaver. Hein, comme quand j'étais pharmacien hospitalier, les chirurgiens me demandaient du matériel, ben, c'était en qualité inox 316L. Donc je voudrais bien que les alambics soient également en inox. C'est important de bien penser qu'un alambic qui va être en fer ou en cuivre va pouvoir relarguer des ions ferreux, ferriques, cuivreux, cuivriques qui vont interférer sur des systèmes, notamment les cytochromes P450, enfin, peu importe, c'est assez compliqué, mais je veux dire, on veut quelque chose de neutre. Il faut vraiment une qualité optimale pour appliquer sur le patient. Je veux un produit 100% pur et naturel, c'est-à-dire qu'on n'a jamais rajouté aucun intrant, ni enlevé rien, aucune molécule à ce que la nature nous a donné. Donc cette qualité, elle est indispensable dans la mesure où on se rend compte qu'à côté des pics des pics moléculaires qui sont les principes actifs, je dirais, véritables, eh bien le cortège des presque 1000 autres vont souvent servir d'antidote et contrebalancer les effets secondaires des molécules principales. Donc on va réduire considérablement la toxicité. D'un côté, on va augmenter l'activité et d'autre part, on va réduire la toxicité. Et donc, on doit être très sécuritaire, notamment à l'hôpital, mais pas que d'ailleurs, hein. On doit être très sécuritaire et la qualité médicale s'impose. Il ne faut pas se laisser avoir par les sirènes commerciales de tout ce qu'on peut acheter sur Internet et qui est souvent de très mauvaise qualité, il faut le dire, même si quelquefois ça sent plus ou moins bon, mais il faut faire attention, ça peut être même dangereux. Attention à l'automédication sauvage. Il faut bien connaître où on se procure les huiles. Mais alors justement, concrètement, comment se passent les achats des huiles essentielles en milieu hospitalier? J'ai entendu dire que les pharmaciens des hôpitaux, forcément, n'y connaissent pas toujours grand-chose en aromathérapie. C'est un sujet très délicat. Oui. Très délicat. C'est vrai que les pharmaciens sont vraiment cloisonnés. Et autrefois, mes grands-parents pharmaciens connaissaient les plantes, connaissaient les huiles essentielles. Ils savaient les choisir, ils savaient les sentir, les goûter. Hein. Les caractères organoleptiques, comme on dit, ça existait. Et puis, ma génération, on en faisait beaucoup moins. On était limite. Et ma fille est pharmacien aussi, malheureux, on leur apprend pratiquement plus aucune botanique. La botanique, c'est exclu. Donc les pharmaciens se sont détachés. Les cours n'enseignent plus, on n'enseigne plus ça. Donc très peu, trop peu en tout cas. Et donc on s'est détaché de cela. Et c'est même un petit peu diabolisé, parce que j'entends beaucoup de pharmaciens qui sont passionnés pour eux-mêmes d'ailleurs, hein, mais qui disent « Oh là là, à l'hôpital, oh non, si un inspecteur voit qu'on utilise les huiles essentielles, oh là là, on risque un blâme, on risque quelque chose. » Donc les pharmaciens ne sont pas encore assez impliqués dans les achats. D'ailleurs, c'est ceux que je vois le moins à mes cours, j'ai le courage de le dire. Mes confrères, et pourtant ça leur reviendrait de droit, sont les personnes, les professionnels de santé qu'on voit le moins à mes cours. Il y a beaucoup plus de jeunes médecins qui viennent que de pharmaciens, ce qui est très... Donc les achats sont très souvent faits par des personnes qui sont ni médecins ni pharmaciens. En général, ce sont des cadres de santé. Et bien, je leur apprends à choisir, hein, en fonction bien sûr des critères techniques et de la chromatographie et des molécules, d'une part, et d'autre part, faire une analyse sensorielle pour bien vérifier que ce que l'on sent correspond à peu près à ce que l'on voit sur la chromatographie. Hein, d'accord ? Il faut toujours les deux tableaux de bord. Donc c'est un sujet qui est difficile. Mais de plus en plus, quand même, hein, j'ai été un petit peu loin. C'est vrai que j'ai quand même des confrères jeunes. Là, je reviens de Rambouillet, je reviens du Havre, hein, je reviens de Concarneau. Il y a des gens quand même qui sont pharmaciens et qui vont prendre maintenant comment dirais-je, la discipline à bras le corps pour être capable de faire cette étude technique, car c'est une étude technique et il faudrait pratiquement avoir
un nez Oui. un petit peu exercé, non pas comme un parfumeur, Oui, mais oui. tu sais, la pruche, on a souvent parlé de la pruche, qui est une huile extrêmement intéressante en soins palliatifs pour la peur de la mort. Eh bien, si on utilise de l'huile essentielle de rameaux feuillés de pruche, eh bien, on restera en bas. Si on n'a pas une vraie pruche du Canada, Oui. organe producteur, aiguille, eh bien, ça ne marchera pas, ou pas aussi bien. Et donc, il faut effectivement des pharmaciens, des gens compétents, exercés, qui font leur gamme, je dirais, pour être capables de savoir, sentir un petit peu si la qualité est là, si c'est une huile qui est adéquate pour soigner un patient. À côté, toujours pareil, de la chromatographie. Oui. Donc il faut, c'est un métier, il va falloir apprendre à décortiquer une chromatographie pour voir un petit peu qualitativement et quantitativement de quoi est composée une huile essentielle, et ensuite de vérifier par l'odeur, par l'approche sensorielle pour le coup, et c'est quelque chose de très très technique. Et pour l'instant, eh bien, je dirais, ça commence quand même à venir. C'est vrai que les lignes bougent un petit peu et je m'en réjouis ô combien. Oui, tant mieux, mais j'imagine que ces pharmaciens qui viennent assister à tes cours le font peut-être plus d'une démarche personnelle et moins poussé par l'université. Oui, ça commence. Ouais. Tu vois, là j'ai un petit peu le sourire, là, ces temps derniers, et il se trouve qu'on m'a envoyé des pharmaciens, les institutions m'ont envoyé des pharmaciens, et bon, c'est les jeunes pousses, quoi. Et donc, c'est très bien, ils vont prendre la relève. Ouf, ouf, parce que si tu étais pris sur le budget du sopalin, donc c'est quand même... Oui, c'est ça, parce que les budgets restent aussi. J'insiste bien, la médecine aromatique doit suivre le circuit du médicament. Ça doit suivre le circuit du médicament. Il doit y avoir effectivement un comité d'aromathérapie, comme il existe un comité du médicament. Soyons sérieux et guidons vraiment les choses. Oui, justement, comment se passe la mise en place de protocoles aromatiques en milieu hospitalier? Eh bien, comme ça, on fonde un comité. En général, les gens viennent en cours, on fait plusieurs journées de cours, d'enseignement, et à la suite de cela, se dessine un comité qui est fait bien sûr d'un médecin référent, ce qui est absolument incontournable, parce que seul le médecin a le diagnostic capable de signer un protocole de soins, mais également, on aura un pharmacien. Ça, c'est quand même tout à fait bienvenu pour les achats. Et puis, une ou deux cadres de santé, ça c'est très très bien. Psychologue, kinésithérapeute, ergothérapeute, un collège médical assez complet. Et puis, on va mettre à l'ordre du jour tel ou tel besoin dans tel ou tel service. Et donc, édifier un protocole de soins que l'on va essayer de faire valider par un médecin. On va l'essayer, on va l'évaluer, parce qu'il y a quand même des méthodes d'évaluation. J'ai parlé des méthodes beaucoup plus souples que les méthodes classiques, mais on a des méthodes d'évaluation. Et puis, ça permet de corriger le protocole si ce n'est pas tout à fait adéquat. Mais il y a toujours un médecin de toute façon qui doit signer le protocole. C'est hors de question que ce soit, c'est-à-dire où, qui, quand, comment, on sait exactement. Oui, mais justement, les protocoles, ça va être des protocoles génériques, j'imagine. Et quand on parlait d'un patient qui est une unité à part... Oui, alors ça c'est effectivement, moi je considère bien sûr que le protocole, c'est le protocole douleur pour tout le monde. Et c'est sûr que je pense que dans le sens de l'histoire, c'est la médecine personnalisée. Et donc il faudra vraiment faire du soin personnalisé. Eh bien, les comités peuvent donner à telle ou telle personne qui sont dûment formées et informées une marge de manœuvre pour être capable de créer des sticks olfactifs, des aromastiques, d'accord, ou encore des sprays aussi, qui sont composés d'huile végétale, d'huile essentielle et d'hydrolat, d'accord, donc c'est absolument pas dangereux, mais il y a une marge, il y a une certaine latitude donnée à certaines personnes par le médecin référent pour utiliser, et faire un petit peu de personnalisé avec une aromathèque qui a été bien sûr guidée, avec des huiles qui sont évidemment de qualité médicale et des huiles douces, donc dépourvues de toxicité majeure, bien sûr. Donc, c'est un appel aux pharmaciens, aux thérapeutes. Allez vous former avec Michel, c'est hyper important. Il faut se former. Tout à fait. Alors Michel,
un niveau plus personnel, justement, quand tu rentres dans un milieu hospitalier, tu mets quel masque? Enfin, les masques aujourd'hui, je ne parle pas du masque chirurgical, hein. Je parle du masque, le scientifique ou le sensoriel. Comment tu fais, toi, quand tu rentres dans ces établissements? Eh bien, j'essaie d'être moi-même. Avant tout, je suis pharmacien hospitalier. Donc, j'ai pas trop de mal parce que je connais très bien leurs pratiques, hein, comme disait Zola quand il écrivait Germinal. J'ai mis mes pieds dans leurs chaussures et je marche dans leurs pas. Donc, je connais très très bien leurs soucis. Bien. Donc ça m'aide évidemment beaucoup. Et puis il y a beaucoup de gens aussi qui sont tout à fait, notamment les infirmières et les aides-soignantes, qui sont très très proches des patients, qui sont en contact vraiment direct. Il y a un appel vers ces formations-là. Donc j'essaye d'être moi-même avant tout, d'être un homme, d'être humain, d'accord, avec toujours pareil, à la fois beaucoup de techniques, beaucoup de choses vraiment bien carrées, hein. Il faut absolument être compétent, il faut une compétence. Mais en même temps, il faut beaucoup d'amour. Il faut beaucoup d'amour. Il faut cette rage, comme je dis, cette rage de vouloir soigner, réconcilier, aimer, guérir. Tout ça, c'est le même mot. On tourne autour de tout ça. Et je dis un simple sourire ou juste un geste délicat, hein, pour une personne âgée, par exemple, et surtout si elle a du mal à communiquer, hein, la communication non verbale, eh bien on peut la faire avec justement le toucher et l'olfaction. Donc j'essaye d'être le plus naturel possible, mais avec cette envie furieuse, comme si on soignait l'un de mes proches. Chaque personne dans un lit doit être considérée comme une personne souffrante, et donc on ne doit pas lui imposer de rapport de force, mais cette personne-là, on lui doit tout. C'est d'ailleurs le sens de notre travail, et ça je remercie à chaque cours, je remercie les soignants pour le travail merveilleux, et on ne leur dit pas assez, d'accord? Et j'aimerais tellement mettre sous leurs mains un outil qui permettrait de prolonger un petit peu tout ça. Voilà. Donc je n'ai pas une attitude particulière, si ce n'est que je reste bien dans mes attributions de pharmacien hospitalier. Il n'y a rien qui change, mais en même temps, j'essaye d'y mettre beaucoup de cœur, mais ceci dit sans sensiblerie. Je dis, il faut toujours penser que c'est quelqu'un que l'on connaît, que c'est un proche. Et là, ça change tout, absolument tout. Oui. Et donc, est-ce que tu as l'impression d'enfoncer des portes quand tu rentres en hôpital, ou de devoir les enfoncer, ou si tu y vas, ça veut dire qu'il y a déjà des hommes et des femmes qui sont prêts à l'accueillir? Il y a des hommes et des femmes qui sont prêts, il y en a beaucoup qui sont prêts à l'accueillir. La population, il y a un engouement vers ce genre mais alors on assiste à une automédication sauvage qui peut être carrément délétère. Donc il faut encadrer ces pratiques. Mais il y a beaucoup de soignants qui sont tout à fait d'accord pour avoir des cours de pratiques encadrées. Et ça vient de plus en plus. Et quand on fait un service avec de l'aromathérapie, c'est ce qu'on dit, l'odeur passe sous les portes et on va de service en un et on contamine tout l'hôpital. C'est ce qui s'est passé à l'hôpital de Valenciennes, auquel je m'occupe beaucoup. Hein, l'hôpital de Valenciennes, il y a quand même 2000 lits. Ben voilà, c'est complètement aromatisé, si j'ose le dire. Hein. Voyez, alors enfoncer des portes, non. Avoir une impression d'être utile, oui. J'ai vraiment cette impression d'être utile. C'est d'ailleurs ce qui me motive à continuer mon activité, même si voilà, je deviens un petit peu grisonnant. Mais oui, j'ai l'impression d'être utile. J'ai l'impression qu'il y a une force qui... Voilà, il manque plus qu'un tout petit peu, un tout petit effort. Voilà, un tout petit quelque chose pour vraiment ouvrir à une autre dimension, mais pas dans le n'importe quoi. Voilà. Je répète toujours, nous ne sommes ni des gourous, ni des sorciers. Nous aimons les pratiques encadrées, mais aussi beaucoup d'empathie, d'humanité, travailler avec intention. L'intention, c'est quelque chose de majeur. L'intention, c'est ce qui fait que votre remède ou un remède équivalent, si vous avez ou non de l'intention, eh bien ça fonctionnera ou non. Tout à fait. Ça, c'est très important. Souhaites-tu ajouter quelque chose, Michel? Je pense qu'on a fait à peu près le tour de cette vaste et merveilleuse question d'ailleurs. Oui. Bah, je te remercie infiniment. Et c'est moi qui te intéressant, remercie. C'est moi. Vraiment. Et puis à la suite pour de prochaines aventures aromatiques. J'espère bien que tout va se développer. Mais c'est certain. Oui, tu y œuvres, et à notre façon aussi, nous les élèves, nous y œuvrons nous prêchons la bonne parole. Oui. Merci beaucoup, Joanne. Merci à toi.
Alors tu me disais, Joanne, tu me demandais comment j'arrivais à rentrer à l'hôpital. Oui. J'avais oublié de te dire l'essentiel. C'est qu'effectivement, pour rentrer à l'hôpital, il faut être très sécuritaire. Sécurité des soins, qualité du malade. Donc d'abord, ne pas nuire. Et ce qui a fait ma force, c'est que je suis considéré comme étant l'homme des dosages bas. C'est un peu moi qui ai institué les dosages bas à l'hôpital. D'accord ? Je travaille entre 3 et 6% relativement couramment, jamais au-dessus de 10%. Alors que c'est sûr que mes prédécesseurs, Franco, Baudou de l'école française, travaillaient souvent avec des huiles pures sur la peau, très souvent, ou avec des dosages de 30, 40, 50, 80%. Et ça passait pas. Les médecins pensaient que c'était trop toxique. Je suis d'accord d'ailleurs. De même, ils travaillaient par la voie orale. La voie orale, bien sûr, on peut l'utiliser, mais c'est quand même réservé à la prescription médicale. Et donc, je l'ai vraiment fait passer en second plan. C'est la voie cutanée que je privilégie. Et là, bien entendu, avec beaucoup d'intention et beaucoup d'amour, parce que les soignants, évidemment, c'est le cœur de leur métier, tout ça. Donc voilà pourquoi j'ai réussi, après de longues années, il faut le dire, à rentrer un petit peu à l'hôpital. Des dosages bas, éviter la voie orale, privilégier la voie cutanée, qui est vraiment une voie de tendresse aussi, oui. C'est très important. Et comme les huiles pénètrent bien à travers la peau et rentrent jusque dans la circulation générale, il n'y a aucun souci. Donc voilà des arguments qui ont été forts pour cette entrée donc, dans les unités de soins. Peut-être certains médecins se disent-ils, bon, si au moins ça ne soigne pas, eh bien au moins Faucon, il ne va pas leur faire du mal. Et donc voilà, c'était un petit peu ça. Donc je voulais rajouter cet élément qui était vraiment extrêmement important. Très bien. Donc un dosage bas n'est pas un dosage qui ne va pas agir. Non, du tout, absolument pas. Absolument pas. Les résultats que j'ai expérimentés depuis une vingtaine d'années quand même maintenant ont prouvé que c'est pas parce qu'on diminuait la dose qu'on diminuait l'efficacité. Bien sûr, on a un effet dose qui existe, et je ne le nie pas, je n'ai pas des œillères en disant que systématiquement il faut prendre des dosages très très bas. Par exemple sur les mycoses, je peux monter jusqu'à 12, 15, voire quelquefois 20%, ça m'est arrivé, mais sur des temps très courts, de même que sur des escarres, quelquefois on a des échappements, on est obligé de taper quelquefois vite et fort pour éradiquer un germe un petit peu tenace, un petit peu résistant, mais ça ne va jamais durer au-delà de 24-48 heures, et après on reprend des dosages bas. Donc j'en fais pas un dogme, mais simplement ma pratique m'a montré que c'était une vérité clinique, et l'expérience montre qu'il n'y a aucun inconvénient à prendre des dosages bas, et puis en plus ça coûte moins cher, puis c'est un respect écologique aussi. Et petite question pour un usage plus familial, par exemple comme une préparation cosmétique pour le visage ou une préparation après effort, sport, quel dosage préconiserais-tu? Alors toujours pareil, quelque chose de relativement bas, bon, sur un muscle après l'effort, sur un muscle. Voilà, 6% c'est très bien, 6-7% on n'est pas là, mais jamais 30 ou 70%. Oui, 6% c'est bien. Les kinés qui ont l'habitude, qui sont formés et informés, font des dosages qui peuvent aller jusqu'à 8, 9, 10% sans problème. Il ne faut pas diaboliser le dosage. Mais ça ne sert à rien, c'est ça. Est-ce qu'on peut-être, quelquefois, mais est-ce que c'est vraiment utile ? Ça, sûrement pas. Enfin, pour la cosmétique, alors toujours se méfier, bien sûr. Ici, les cernes, là, on n'utilise pas les huiles essentielles. On démaquille avec des huiles végétales naturelles, qui sont loin d'être du pétrole, comme une crème. Et puis là, sur le visage, eh bien, on travaille, même en industrie cosmétique, à 0,2, 0,3%. Donc bon, dans le cadre d'une utilisation familiale, je dirais que oui, 1% par exemple, ça peut être très bien. Mais vous savez, 0,5%, il suffit de le faire, mettre 0,5% de lavande, d'une belle huile de lavande dans de l'huile végétale, et on voit que ça sent déjà très fort. Je dirais même pour moi presque trop fort, parce qu'on est carrément sous le nez, sur le visage, et c'est pas utile. Donc vraiment diminuer la dose, mais par contre prenez une huile de qualité. Ça franchement, ne transigez pas sur la qualité. Et alors là, tapez avec précision et puis beaucoup de douceur. Merci Michel.